Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'École nationale des chartes, au public présent dans la salle et au public qui est, je le sais, très nombreux en ligne. Donc bienvenue. Et nous avons la joie, l'honneur ce soir d'accueillir à l'École nationale des chartes pour la deuxième fois déjà dans le cadre du cycle de conférences Grande Voix, Irène Frein. Chère Irène, c'est vraiment un plaisir de vous accueillir de nouveau. Est-il besoin de vous présenter? C'est une fausse question, vous l'avez deviné. J'ai quand même rappelé quelques éléments nécessaires peut-être. Vous êtes agrégé de lettres, vous êtes également universitaire spécialiste de linguistique latine, et vous êtes aussi, peut-être surtout, l'auteur d'une œuvre romanesque considérable, dont la soirée du jour va peut-être nous permettre, du moins je l'espère, de saisir certaines clés de l'épopée du Nabab à celle de Je te suivrai en Sibérie, l'œuvre qui sera plus particulièrement présentée ce soir, en passant par Marie Curie prend un amant ou Beauvoir in Love. Il m'est impossible de les citer tous ce soir. Lorsque vous êtes venu nous voir la première fois, c'était en 2018, je dirais décidément en d'autres temps, avant la Covid. Plus exactement le 12 février 2018, donc c'est presque un anniversaire aujourd'hui. Votre venue, c'était pour nous parler, à travers l'exemple de votre roman intitulé Marie Curie prend un amant, du romanesque des archives. C'était le titre de la conférence à l'époque. Une conférence tout à fait passionnante, je vous fais un petit peu de publicité, qui a été captée, qui reste, je le dis pour le public ici présent, donc accessible en ligne sur la chaîne YouTube de notre école. Conférence qui a permis de mettre en valeur, grâce à une plongée inédite dans les archives de cette grande savante qui était Marie Curie, notamment sa comptabilité privée, une facette de sa personnalité, je crois, tout autre que celle qu'on connaît, qu'on valorise habituellement, loin de l'image un peu glaciale, il faut bien l'avouer, de l'icône scientifique 2 fois prix Nobel, une femme profondément humaine, épouse, mère de famille et surtout une amoureuse. Alors vous êtes de retour ce soir à l'école au sujet donc d'un autre de vos romans, un des plus récents, paru en 2019 aux éditions Paulsen, qui s'appelle Je te suivrai en Sibérie, qui est là, donc il est aussi donc en présentoir. Il s'agit de l'épopée, on va y revenir évidemment en détail lors de cette séance, l'épopée incroyable à la fin de la période napoléonienne d'une jeune Lorraine, Pauline Goebbels, dont le destin a rejoint la petite et la grande histoire russe. Donc Pauline était une jeune modiste qui quitta donc la France pour la Russie. Donc elle est allée travailler en Russie, dans la Russie tsariste de l'époque. Elle s'y éprend d'un jeune aristocrate russe, fortuné, adepte des Lumières, Ivan Alexandrovitch Anenkov, dont le destin bascule lorsqu'est découverte la participation du dit Ivan au complot des décembristes qui avait pour but de renverser le tsar Nicolas Ier. Amoureuse jusqu'au bout, Pauline suit son amant jusque dans son exil sibérien, d'où le titre de votre roman, et avec d'autres épouses ou fiancées de condamnés politiques, devient une héroïne nationale dont l'engagement pour la liberté devient légendaire et sera célébré notamment par l'époque soviétique. Donc je résume à très grands traits. Donc pour engager la discussion et permettre au public de découvrir votre méthode d'écriture, j'ai préparé, si vous le permettez, quelques questions auxquelles vous vous sentirez évidemment très libre de répondre ou non. Voilà, donc j'en ai quelques-unes. J'ai aussi préparé quelques citations qui me semblaient permettre de rentrer très précisément dans certaines thématiques, pas trop longues j'espère pour notre public, mais je n'y ai pas résisté et il me semble que pour ceux qui n'auront pas lu l'œuvre, ce sera de nature à donner vraiment envie de la lire. Bien, donc la première question que j'aurais à vous poser, je vais, si vous la permettez, l'introduire par une citation donc, du début de votre roman. Donc, je te suivrai jusqu'en Sibérie. Et donc, on est, comme le titre l'indique, on va commencer par la question, si vous le permettez, des traces, des sources.
à partir desquels vous travaillez. J'aime son côté foutraque, ces passages que Pauline dicte d'abord sans la moindre hésitation, comme s'ils s'étaient écrits en elle depuis des années et n'avaient attendu pour jaillir qu'un scribe attentif et respectueux. Ensuite, trop de choses à dire. Ces phrases qui se bousculent, qui s'entrechoquent, se télescopent à tel point qu'Olga doit surcharger d'ajouts ses cahiers à la marge étroite, à moins qu'elle ne soit contrainte, cette fois trop de choses à taire, de biffer des paragraphes entiers d'un trait excédé ou d'un grand dessin en forme d'étoile. La vie même, ce manuscrit. Voilà donc une magnifique citation qui évidemment a trait à la question des sources et qui me permet d'introduire, je crois, ma première question. Pouvez-vous revenir sur ce goût de l'archive qui est le vôtre, sur l'émotion que manifestement suscite en vous le contact du document, de la source, et sur un goût de l'archive qui naît, je crois, et le titre de votre conférence le montre, pas seulement, puisqu'il est nommé Trace, pas seulement, qui n'a pas seulement trait à des archives, mais aussi à des lieux et à des bâtiments. Voilà, pouvez-vous revenir de manière générale sur ce goût de l'archive? D'où vient-il et comment l'avez-vous, si j'ose dire, aiguisé? Au moment, donc merci de m'accueillir ici, je vous en remercie. Au moment où j'écrivais j'ai été accueillie ici pour la première fois par vous-même, madame, et je commençais à travailler sur le manuscrit dont il est question dans les quelques lignes que vous venez de lire. Et pour mieux répondre à votre question, je vais me permettre de le contextualiser. Le passage que vient de citer madame est un passage où je me trouve aux archives de Saint-Pétersbourg. Là, c'est l'Institut de littérature russe où sont conservés les manuscrits des plus grands écrivains russes. Et parmi eux se trouve le manuscrit de l'héroïne, de la personne, dirons-nous avant d'en parler d'elle comme une héroïne, de Pauline Jeubl, l'épouse de ce conspirateur décembriste Ivan Anenkovitch Anenkov, Ivanidovitch, non, Ivan Anenkov, dirons-nous, Alexandrovitch, je crois, Anenkov, qu'elle va suivre jusqu'en Sibérie. Cette citation « Je te suivrai en Sibérie » est un extrait d'une lettre de Pauline elle-même. Pauline Jeubl s'appelle-t-elle, elle est lorraine, et j'ai eu vent de l'existence de ce manuscrit par une éditrice qui dirige les éditions Paulsen, spécialisée dans le domaine glaciaire ou nordique, dirons-nous, mais pas seulement, et que j'ai rencontré dans un salon du livre, tout simplement, qui m'a parlé de ce texte. Je ne connaissais pas la Russie. Elle m'a dit, ce serait bien que vous sortiez de votre zone de confort. Ma zone de confort, c'est plutôt le domaine Inde, Orient en général, ou bien j'avais écrit juste avant ces deux textes, d'une part un aspect particulier de la vie de Simone de Beauvoir dans sa relation avec Nelson Algren, mais vu plutôt du côté de Nelson Algren, c'est-à-dire vu du côté américain, ce qui n'a guère été fait, et puis effectivement Marie Curie, sur cet aspect de sa vie où, veuve, elle prend pour amant Paul Langevin, et un aspect qui carrément avait été occulté avec la bénédiction et puis même les encouragements de la famille de notre chère Marie Curie. Donc elle me parle de ce manuscrit. Je me dis, il faut que j'aille le voir. Et sans rien lui dire, je pars à Saint-Pétersbourg, en plein hiver, peu avant de venir ici d'ailleurs.
Et ce texte décrit mon émotion lorsque je découvre l'original du texte sur des grandes feuilles de format russe. Vous savez, il y a des formats selon les pays. Nous avons le fameux A4. Il y a aussi des formats de l'Ancien Régime, hein, vous les connaissez bien. Et le format des petits américains qui est beaucoup plus petit. Et là, ce sont des cahiers qui ressemblent d'ailleurs à ceux de l'Ancien Régime, qui sont très grands et assez larges. Et je découvre ce texte en français que Pauline, au soir de sa vie, comme il est convenu de dire, dicte à sa fille Olga. Et donc la scribe, c'est Olga, et celle qui dicte, c'est Pauline. Et donc, ce qui est très émouvant dans ce manuscrit, c'est que je découvre que les premières pages sont tachées de taches de thé, par exemple. C'est-à-dire que tout de suite, on va surgir le samovar, et l'imagination travaille, mais l'imagination peut travailler juste aussi, puisque je savais où avait été dicté ce texte. Il avait été dicté dans une maison que j'ai d'ailleurs retrouvée par la suite, à Nijni Novgorod, et que le début était... on voyait que c'était à peu près daté. Enfin, on pouvait imaginer que ça avait commencé en octobre, donc il fait déjà assez froid. Et puis, par moments, on voyait qu'il y avait des ratures, des corrections, parce que Olga s'était dictée, mais c'était dicté en français, très exactement, mais Olga traduisait en russe. Et par moments, elle mettait des mots français, ou Pauline exigeait que ce soit le mot français. Enfin, les histoires habituelles des mères et des filles, vous voyez. Et il y avait des inserts aussi, il y avait des pages déchirées, il y avait toute une vie matérielle dans ce manuscrit. Et j'étais aussi sur les lieux où s'était déroulée une bonne partie de l'histoire, c'est-à-dire cette ville de Saint-Pétersbourg, où j'étais à quelques encablures de la place où s'était déroulée l'émeute décembriste, puisque cette révolution c'était formel organisé, n'a duré que quelques heures, donc il vaut mieux parler d'une émeute. Là où Nicolas Ier avait fait donner le canon, et où la répression s'était abattue, non seulement sur les décembristes, mais surtout sur tout le peuple qui s'était rallié à eux, dont les corps avaient été jetés dans la Neva, tout ça en plein hiver. Et c'était à peu près le même temps que le jour de l'émeute décembriste. J'avais lu des documents historiques avant. C'était aussi le lieu, de l'autre côté, sur la Neva, dans l'île, dans une des îles où se trouvait la forteresse où avait été emprisonné Ivan Annenkov, à qui Pauline n'était pas mariée, dont elle était enceinte. Et là aussi avaient été exécutés les principaux organisateurs de la révolte. Donc j'étais sur les lieux. C'était très, très, très bouleversant. Il y avait un aspect aussi émotionnel qui jouait dans cette approche tactile et visuelle du manuscrit. Par ailleurs, dans cette même forteresse Pierre et Paul, donc à quelques encablures de là, Pauline, lors de l'emprisonnement de Ivan, avait erré. Elle s'était déguisée pour y entrer, comme dans un roman d'aventure du 19e siècle. Et elle avait réussi à voir Annenkov et à lui passer justement ce fameux billet où elle avait écrit « Je te suivrai en Sibérie ». Malgré tout, je ne voyais pas encore très clair dans l'histoire. Mais je pense que là, j'ai eu un déclic. Et quand je suis rentrée, j'ai accepté d'écrire le livre.
Et la condition de la collection dans laquelle j'écrivais, qui s'appelle la condition des marches, la collection des marches, c'est que l'écrivain va sur les traces de ceux ou de celui ou de celle qu'il suit. Et là, j'ai décidé de suivre Pauline parce que j'avais assez d'éléments dans son autobiographie, dont j'avais par ailleurs retrouvé une édition en français publiée en Russie au moment du 150e anniversaire de la révolution décembriste, c'est-à-dire à l'époque soviétique, cette republication, et en mémoire des décembristes. Soit dit en passant, les décembristes ne sont guère en cours actuellement auprès de Vladimir Poutine et de son entourage, et des gouvernants actuels de la Russie, pour des raisons sur lesquelles vous pourrez m'interroger tout à l'heure. Donc c'était la dernière édition remontait, il y en avait eu une autre un peu plus tard, je crois, mais pas au-delà de 1990. Vous voyez, donc il y avait une relation très particulière entre le régime soviétique et la révolution décembriste, quoique cette révolution, comme vous le savez sans doute, a été menée par des aristocrates. Et cet itinéraire de Pauline, vous le suivez aussi en France. Il y a toute une première partie du roman qui nous la montre sur son versant de vie français, en particulier juste dans la fin de la période napoléonienne, en Lorraine. Est-ce que vous pouvez nous en dire aussi peut-être quelques mots? Oui, parce que Pauline commence son manuscrit par un récit de son enfance. C'est une femme qui a une mémoire non seulement très vive, mais en même temps un sens aigu du récit et du détail matériel. Et elle cite suffisamment de lieux pour que j'arrive à reconstituer. Au départ, ça n'est pas facile parce qu'elle dit qu'elle est née à Champigny. Donc Champigny, c'est quand même un toponyme qui est très fréquent en France. Et l'auteur russe de la préface à la traduction du manuscrit avait lui-même écrit Champigny-sur-Marne. Donc moi, j'ai commencé ma carrière de professeur à Champigny-sur-Marne et je ne reconnaissais rien. Il n'y a pas de château, de collines, de donjons, de traces d'un camp d'artillerie de Napoléon. Alors j'ai fait autrement. Pauline disait s'appeler Geuble, G-E-U-P-L-E. C'était un patronyme d'origine germanique, vraisemblablement, allemand. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché le site internet des archives de Moselle et de Meuse, et il existait. Et ça a été un peu laborieux, mais j'ai fini par trouver son acte de naissance, celui de ses parents, même de ses grands-parents et de sa fratrie, d'une partie de sa fratrie, de la quasi-totalité de sa fratrie, également de ses oncles et tantes. Et à ce moment-là, j'ai vu que c'était Sampigny. Donc elle a peut-être plus beaucoup de dents, Pauline, quand elle a dicté à sa fille, donc elle a dit Sampigny. Alors, j'ai localisé Sampigny sur la carte. J'ai fait toutes sortes de recherches pour voir si ça collait avec la description des lieux. Non seulement ça collait, mais évidemment, je pense que vous voyez le petit animal que je suis, j'y suis allée. J'y suis allée, c'était près de Saint-Mihiel, alors une de ces villes abandonnées comme la France, frappée par la désertification des commerces, des médecins. Je pense que c'est des lieux de France à la fois les plus sinistres qui soient, d'autant plus qu'ils comportent énormément de ruines. Il a été c'était un endroit où il y avait beaucoup d'abbayes, un pouvoir ecclésiastique, et lors de la Révolution française, beaucoup de choses avaient été abattues, mais néanmoins, il restait des ruines et aussi pas mal d'hôtels particuliers.
Et à force de errer dans cette ville frappée par la crise et oubliée de tous, euh, où les loyers sont parmi les moins chers de France, mais où la population est vieille. Enfin, c'était très simononien comme ambiance, surtout dans des jours un peu gloomy, vous voyez, sinistres comme aujourd'hui. J'ai fini par trouver la maison de Pauline à Saint-Mihiel, mais aussi sa maison natale à Sampigny. Et là, je suis même descendue dans les caves, qui étaient un peu bouchées. Et à travers ce que j'avais appris du passé de toute cette petite colline de Sampigny, qui était comment vous dire, ancienne forteresse mérovingienne puis médiévale, c'était ça. C'était ça. Et je pouvais reconstituer toute son enfance. Alors, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est de lire entre les lignes, c'est-à-dire qu'il y avait ce que Pauline disait, ce qu'elle ne disait pas, et notamment des dates de naissance. Elle était née, comme on dit, qu'on te disait autrefois dans, dans nos campagnes, ses parents avaient mis Pâques avant les rameaux. Vous voyez. Et donc, et en reconstituant, on pouvait aussi voir, voir quels étaient les rapports avec sa mère. Et ça, c'était passionnant. Donc, l'état civil était truqué. Euh, on l'avait, on l'avait rajeuni. C'est-à-dire qu'on l'avait fait naître plus tard. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait l'état civil qui était officiel que j'avais entre les mains, mais elle avait une autre elle affichait une autre date de naissance et manifestement elle était de bonne foi parce qu'elle disait j'avais 18 mois et je m'en souviens très bien, j'ai failli tomber d'une fenêtre. Et de toute façon, j'étais très précoce. Et quand on lisait bien, on s'apercevait que ses parents avaient fait croire qu'elle était plus jeune, d'une part pour cacher ce qui était conçu comme un déshonneur, même dans la période assez libre de la Révolution française, mais dans cette petite campagne, c'était pas du tout passé. Ils s'étaient donc cachés, ils avaient quitté Saint-Mihiel pour aller à Sampigny, et puis aussi, plus tard, ça avait beaucoup arrangé tout le monde dans la famille. Oui, il y avait que 7 mois aussi de différence avec la petite sœur. Vous voyez, bon, moi je trouvais que Madame Jules, c'est une belle pondeuse quand même. Hein, bon, belle bonne pondeuse. Puis il y avait d'autres faits assez rocambolesques. Et c'était une famille de menteurs. Ça, c'était très intéressant. Toute la lignée maternelle était une famille de mythomanes ou de menteurs. C'est-à-dire que la, la grand-mère prétendait avoir 100 ans. Elle serait morte à 110 ans. Bon, moi je veux bien, hein, mais quand même, en 1795, bon, ça fait un peu super Mathusalem, quoi. Hein, voilà. Euh, Il y avait aussi le fait que quand son père était dans les armées de Napoléon, pour avoir une prime importante, genre d'allocation familiale, si vous voulez, que Napoléon accordait à, donc, à la progéniture mâle, vous reconnaissez bien là notre Corse, de ces soldats et de ces officiers notamment, on avait habillé Pauline en garçon. Alors, elle était déjà très, comme on disait autrefois aussi, très hardie. Elle n'avait pas la langue dans sa poche, elle n'a jamais eu. Donc ça explique beaucoup la suite, si vous voulez. C'est une femme qui voudra briser les limites du monde. Elle commence très tôt adolescente, notamment elle est stégophile. La stégophilie, ben, c'est une sorte de propension qui est celle d'ailleurs de Sylvain Tesson, qui lui-même s'est illustré en Sibérie, c'est d'escalader les façades. Voilà. Et donc elle a sans doute par rébellion envers sa mère, son père étant disparu lors de la guerre d'Espagne, elle escaladait les façades de la maison dans laquelle sa mère louait un appartement. C'était un ancien corps de bâtiment ecclésiastique que j'ai retrouvé aussi. Et donc, c'était quand même impressionnant. Vous voyez. Donc, c'est une femme qui a aussi qui a un corps et
dont elle se sert, et apparemment, elle le connaît bien, son corps. Elle est gymnaste, si vous voulez. Donc on comprend plus tard comment elle a pu, en plein hiver russe, faire 4000 km sur une troïka depuis Moscou jusqu'à Tchita, en passant par le lac Baïkal, tout ça sur une troïka et des chemins glacés. Cela dit, on circulait beaucoup mieux en Russie à l'époque, l'hiver, que le reste du temps, puisque le reste du temps, les chemins étaient extrêmement boueux. Et avec la neige, les épaisseurs de neige faisaient quelque chose de glissant et sans aspérité, si vous voulez. Et comment elle l'a fait sans avoir peur des bandits. Elle a quand même est tombée plusieurs fois dans des embuscades. Voilà. Et comment aussi elle a mené les hommes qui conduisaient les attelages. Comment elle pouvait dire bon, on crève les chevaux et puis on continue. Elle aurait, pour retrouver son amant, puisqu'elle n'était pas encore mariée, en Sibérie, elle aurait crevé plusieurs écuries, si vous voulez. On comprend aussi pourquoi elle a le culot d'aller voir le tsar pour obtenir la permission d'aller en Sibérie, alors qu'elle était étrangère et qu'aucun étranger, surtout la maîtresse d'un conspirateur, n'avait le droit d'aller en Sibérie. Même les Russes n'avaient pas le droit de s'y déplacer, puisque c'était déjà un lieu de relégation, et que Nicolas Ier est celui qui fonde les bases d'un goulag fort bien organisé, dirons-nous, déjà. La base de la police, c'était déjà là, il les perfectionne et il commence à aborder rationnellement la déportation et son organisation matérielle, avec toutes les hypocrisies que ça suppose, avec un tel soin. C'est à peu près le seul intelligence, à mon avis, qu'il a eu dans son gouvernement. Intelligence matérielle, parce que bien entendu, vous aurez compris que je ne l'approuve en rien, et que je ne l'admire du reste en rien, contrairement à certains historiens. C'est à peu près la seule intelligence qu'il a manifestée dans son règne, assez long du reste. Lui, son affaire, c'était ce que Michel Foucault appelait surveiller et punir. Et il était très doué pour ça, avec un sadisme impressionnant. Je crois qu'on a d'ailleurs, vous avez consulté en fait le dossier de la police secrète tsariste sur Pauline. Oui, on en a des éléments. Oui, voilà. On a des éléments là-dessus. Oui, les Russes à un moment l'ont publié, puisque c'est les Soviétiques, et comme vous avez compris qu'ils étaient leur référence, ils étaient en mal de référence fondatrice, et hors celle de Lénine comme père fondateur, ils avaient les décembristes. Et les décembristes sont d'ailleurs très souvent présents dans l'iconographie soviétique, dans des fresques. Ils le demeurent. Ils demeurent présents dans certaines statues monumentales. Mais mon sentiment, c'est que ces statues n'ont pas été fabriquées depuis que Poutine est là. Elles correspondent à l'ère Gorbatchev et suivant, si vous voulez. À vous. Alors peut-être pour introduire ma deuxième question, je vais vous lire à toutes et à tous une citation, cette fois tirée, alors non pas de Je te suivrai en Sibérie, rassurez-vous, je n'introduirai pas chaque question par une citation, mais une citation cette fois tirée de Beauvoir in Love, auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, pour revenir plus précisément sur votre méthode d'écriture, si vous permettez. Voilà, je commence. Donc, car il s'agit bien d'un roman inspiré de faits réels, comme on l'écrit parfois dans les génériques de films, ce qui m'a laissé en effet une part de liberté. Néanmoins, s'agissant de personnages réels et toujours vivants dans les mémoires de certains,
J'ai eu le souci, me suis fixé comme règle de toujours faire que le plausible soit possible en étayant la documentation de mon ouvrage d'archives préexistantes et de sources précises. J'ai agi comme l'instructeur d'un dossier en réunissant le maximum d'éléments à la disposition de chacun ou de documents inédits que j'ai moi-même dénichés afin de reconstituer le puzzle de cette relation envoûtante. Voilà, donc je souhaitais, à propos de cette citation, peut-être revenir sur la différence de méthode. Hein. Enfin, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, entre la méthode qui est celle de l'historien, qu'on connaît bien dans cette maison, et celle du romancier qui travaille à partir de sources d'archives. Parce que il me semble que ce qui est frappant en fait dans votre écriture, en tout cas notamment dans Je te suivrai en Sibérie, c'est la très grande honnêteté de la démarche intellectuelle. C'est-à-dire qu'on fait très bien, le lecteur fait très bien la différence entre ce qui vient des sources et ce qui ressort de votre puissance d'écriture romanesque. Donc on n'est vraiment jamais dans le flou. Et ce faisant, vous évitez deux risques majeurs. D'une part, de faire un récit sec, hein, qui ne serait que documentaire, commentaire historique ou pastiche historique. Autre écueil, évidemment, la confusion entre la source et le récit littéraire. Alors nous autres historiens, nous avons interdiction formelle comme on dit, de combler le silence des archives. Comment faites-vous? Voilà, je sais qu'on entre un peu ici dans la fabrique de l'écrivain, de l'écrivaine. Comment faites-vous? Quel est votre secret pour combler si bien le silence des archives? Est-ce que c'est un équilibre facile à tenir ou au contraire sans cesse un exercice de haute voltige? C'est un exercice qui ressemble à celui d'un marin qui prend l'océan, il se fixe un cap et une discipline et qui va déterminer sa ligne. Je vais ici rappeler quelle est l'origine du mot histoire. C'est le grec historia, c'est du grec, hein, Hérodote, Thucydide, premiers historiens de l'Occident. Et il signifie enquête. Derrière le mot historia, il y a un substantif, histor, qui signifie celui qui a vu, le témoin, mais celui qui sait parce qu'il a vu. C'est la racine qui est derrière. C'est une vieille racine indo-européenne, celle, pour ceux qui ont fait du grec, qu'on retrouve dans oida, le verbe, et qui veut dire je vois. Donc le histor, c'est avec un H, hein, avec une aspirée comme qui a donné le H de historia. C'est celui qui sait parce qu'il a vu et qui répond à l'enquêteur. Celui qui sait parce qu'il a vu n'aura pas nécessairement vu la même chose que le voisin. D'où le problème de la source. La question des sources diverses. Celui qui va écrire l'histoire va en faire son miel qui est composite et va donner sa propre vision à partir de ce qu'il a vu lui-même ou ce qu'il a su parce qu'il a vu des gens qui savent parce qu'ils ont vu. Il y a toujours chez l'historien, celui qui enquête, la question de, on est en Russie, alors ça pose de le dire, l'homme qui a vu l'ours, qui a vu l'ours. Hein, l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Et on a parfois des sources comme ça extrêmement lointaines. Maintenant, l'histoire, c'est aussi un discours. Et le mot et la polysémie du mot histoire en français reflète que c'est non seulement un discours, mais un dispositif de langue. Alors, quand on regarde le mot histoire, donc vous trouvez dans l'histoire, celle qu'on enseigne dans cette merveilleuse maison, avec des soucis de neutralité, et une approche raisonnée des sources, un contact avec l'archive, une interrogation. Mais l'histoire est elle-même une question avec un grand H, comme je dis,
est elle-même une question de point de vue. Hein, l'historiographie soviétique n'est pas la même que l'historiographie américaine ou française, ou la française n'est pas l'algérienne, et les Français sont divisés sur par exemple, prendre que le discours sur l'Algérie, sur la façon de raconter la guerre d'Algérie. Bon, j'abrège. Mais l'histoire, c'est aussi un dispositif de langue. Même en grande histoire. C'est-à-dire que Michelet, au XIXe siècle, n'écrit pas l'histoire avec un grand H comme Jacques Le Goff l'écrira, ou Georges Duby, ou Braudel. On est bien d'accord. Hein, là aussi, j'abrège. Mais l'histoire et la langue de Michelet peut être très littéraire, et ce n'est pas non plus dans son dispositif celle de Braudel et des personnages que j'ai cités au passage. On est bien d'accord aussi. Alors, il y a aussi un type de récit, une type d'organisation du récit. C'est là qu'on voit apparaître la question de la langue. Et le mot histoire lui-même, avec un petit h, reflète à la fois toute l'histoire de l'histoire avec un grand H, mais aussi toute l'histoire de toutes les histoires. C'est-à-dire que si vous regardez cette phrase en français, « Ah, ça va faire des histoires ». Histoire veut dire conflit. Ça nous ramène d'ailleurs au fait que l'histoire en Occident est née avec des historiens qui étaient les premiers de notre histoire, avec un grand H, mais qui racontaient des histoires qui s'étaient passées en Péloponnèse ou avec les Perses, qui étaient des conflits. On est bien d'accord. Ça persiste aussi dans une expression qui est généralement accolée au mot femme. Ah, c'est une femme à histoire. Arrière Satan. Bon, mais il y a aussi des hommes à histoire, je peux vous assurer. Hein. On leur donne d'autres noms. Hein. On dit des noms d'oiseaux, divers, mais ça existe, les hommes à histoire, hein, comme de la même façon qu'il existe les hommes hystériques. Parfois beaucoup plus que les dames. Bon. Et dans le mot histoire, il y a l'idée aussi, tout ça c'est des histoires, c'est des fadaises, c'est des fictions, c'est des inventions. Alors, la personne qui est là en train de s'exprimer avec vous, je ne sais pas si j'ai été une femme à histoire, ça c'est, disons, à des gens plus proches de le dire, ou si je vais le devenir, ou si je le suis déjà. Quoi qu'il en soit, j'ai écrit j'ai narré sur divers modes narratifs. Et dans la vie, j'estime qu'il faut savoir, on peut tout faire, à condition d'agir carte sur table. Contrairement à ce qu'on croit, les écrivains ne sont pas nécessairement des effroyables mythomanes, destructeurs de familles, et ni non plus des gens avec une imagination foisonnante, ce qui d'ailleurs n'est pas un défaut dans la vie, car on peut imaginer juste, à preuve, des gens comme Marie Curie ou Pierre Curie qui ont imaginé juste à propos du radium, tant et si bien qu'ils l'ont découvert. Voilà. Un scientifique part toujours de l'imagination. Et le monde est le fruit de l'imagination, ce micro est le fruit de l'imagination. Votre chaise, c'est un jour quelqu'un qui s'est avisé que c'était plus sympa d'être sur une chaise pour le dos que sur un coussin, etc. Donc on peut aussi imaginer juste. Ce qui est d'ailleurs le travail du romancier, d'arriver à la vérité par un discours, en utilisant cette foreuse extraordinaire du réel qu'est l'imagination, et en le nourrissant de son propre imaginaire tout à fait subjectif. Donc j'ai écrit des romans. Mais j'ai aussi été universitaire, je sais ce qu'est l'histoire, et je me suis illustrée dans une gamme chromatique narrative. C'est-à-dire que, par exemple, dans Les naufragés de l'île Tromelin, j'ai très peu d'archives, de récits du même événement, par la même personne. D'ailleurs, c'est par deux personnes différentes, deux groupes différents. Un écrivain de bord, par exemple, c'est le récit d'un naufrage, et le lieutenant de la frégate, de la flûte, et le chirurgien de bord. Bon, ça c'est formidable. Je vais sur les lieux, je trouve quelques petites archives annexes et j'essaie de reconstituer. Mais j'annonce la couleur, c'est un roman.
où je fais parler les silences de l'archive, ce qui, comme vous l'avez dit, madame, est strictement interdit, enfin très recommandé aujourd'hui. On est d'accord jusque-là. Maintenant, quand j'écris Beauvoir, je suis allée à Columbus University, Ohio, c'est un endroit que je ne vous recommande pas. C'est vraiment un endroit, bon, on en parle seulement en France quand il y a les élections américaines, assez sinistre, mais les archives, elles, évidemment, ne sont pas sinistres. C'est là que sont conservées les lettres de Simone de Beauvoir et un certain nombre de documents possédés, détenus par Nelson Algren, qui sont fascinants, en particulier des photos. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la construction d'un malentendu amoureux. Et à partir de là, je ne me vois pas le faire avec si vous voulez, la langue de l'histoire avec un grand H. Et je trouve que c'est très romanesque, c'est un vrai roman. Donc je décide de faire un roman reconstitution, mais en le disant en préface au lecteur. Vous voyez? Et en citant toutes mes sources avec un index à la fin. J'ai bien fait du reste parce que sinon j'aurais eu un procès. Puisqu'il y a aussi le problème, quand on fait ce que je fais, de la territorialisation des archives par les héritiers. Bon. Donc là, c'était absolument impeccable. Il y a certaines archives qui sont interdites d'accès de façon tout à fait illégale, jusque ici en face, où certains, malheureusement, directeurs enfin je ne sais pas, de départements subissent la tyrannie de certains dissidents. J'en ai fait l'expérience, je ne vous dirai pas pour laquelle de mes héroïnes. Enfin bon, si on voit les titres, on peut deviner. Vous voyez, bon. Alors, donc, ça, c'est plutôt un roman vrai, si vous voulez. Et puis, Marie Curie prend un amant, c'est une reconstitution, mais elle, très rigoureuse. Mais allez donner un nom à ça sur un livre. Si j'avais... moi, j'appelle ça récit. Mais les éditeurs n'aiment pas ça parce qu'ils veulent toujours que votre livre se retrouve sur la table des romans, à côté de Houellebecq, de Lemaître, de Amélie Nothomb, parce que ça vend mieux. Bon, alors, que faire? Bon, là, c'est pas un roman. J'écris la vie de quelqu'un qui a fait de sa vie un roman et je la suis, puisque c'est dans une collection très claire qui s'appelle Des Marches. Et l'éditeur me demande de raconter aussi, et dans le fond, c'était un peu ce qui était prioritaire au départ à vos yeux d'éditeur, moi, cherchant Pauline. Mais je me suis dit assez vite, mais est-ce que ce n'est pas Pauline qui me cherche au sens me provoque? Bon, et puis, donc, quand vous lirez ce texte, si vous le lisez, vous apercevez que je fais ce qu'a dit l'éditeur, mais de façon très épisodique, parce que moi, je trouve que je ne suis pas grand-chose à côté de Pauline. J'aurais jamais pu faire ce qu'elle avait, c'est-à-dire que je pars en avion quand même. Hein, je ne prends pas un bateau, je n'ai pas le mal de mer sur la Baltique, je ne me gèle pas les orteils à moitié. Et puis après, alors là, quand même, je ne vais pas vivre tout ce qu'elle a vécu. Moi, je vais à Moscou. Bon, j'ai un petit épisode désagréable, c'est que j'ai oublié que c'était la Coupe du Monde de foot, donc je me retrouve dans un placard de 8 mètres carrés, à deux, et avec des lits branlants, donc superposés branlants. Donc j'ai refait un genre de camping avec ma personne, mon mari qui m'accompagnait. Mais après, je prends un avion. Tous les désagréments, c'est juste le décalage horaire. Voilà. Bon, donc je ne peux pas me comparer. Donc je relate ça. Mais ce qui m'intéresse plutôt, c'est ma confrontation. C'est-à-dire, par exemple, dans Moscou, de m'apercevoir que quand je retrouve le quartier de Pauline, quand je retrouve où elle habite, ce qui n'était pas évident non plus, mais je retrouve des gens qui connaissent bien le quartier, quelqu'un qui a étudié ça, je vais voir des spécialistes, des décembristes, je retrouve
la maison, le palais reconstitué d'un des compagnons d'Annenkov, on me dit sur place, mais des gens compétents, une curatrice de musée par exemple, eh bien, je m'aperçois que le quartier de Pauline, c'était déjà le quartier de la police, avant que ce soit celui de la Lubyanka. C'était aussi le quartier du luxe. C'est-à-dire que Pauline était couturière dans le plus grand magasin de luxe de Moscou en 1823-24, ce qui était son métier ici, près du Palais Royal. Mais en même temps, c'était pas loin de là qu'il y avait la prison, et c'était là qu'il y avait toute cette police qui va organiser sa déportation. Voyez-vous, il y a des logiques. Il y a des logiques dans les lieux. Il y a des logiques dans les villes. Donc, quand on découvre ça, il y a un tremblement du réel. C'est-à-dire que vous êtes percuté par les traces. Et les traces, très vite, vous comprenez que nous en sommes tous faits. C'est-à-dire que quand nous retournons, par exemple, sur des lieux où nous avons grandi, où nous avons aimé, où nous avons vécu des choses avec des disparus, que nous ne retrouverons jamais, que nous sommes confrontés à un passé que nous n'avons pas compris, que nous comprenons maintenant, il y a chez tout être humain un séisme. Et ce séisme émotionnel, chez un écrivain, vous imaginez, est encore plus fort. Et ce qui fait la fédération entre toute la gamme chromatique d'écrits que j'ai pu produire, qui sont très différents les uns des autres finalement, et dont je tiens à chaque fois à préciser la nature, eh bien, le fédérateur, c'est le goût des traces. L'historien, s'il devient historien, s'il rentre à l'école des Chartes, par exemple, ou qui passe son agrégation d'histoire, c'est qu'il a le goût des traces de façon peut-être plus accusée, et qu'il a une soif de mettre les traces en mots. Chacun, selon la voie qu'il a choisie, selon aussi le type de livre qu'il choisit d'écrire, qui peut être très différent, a un rapport à la langue, pour dire les traces, qui est différent. Un dispositif langagier qui est différent. L'historien ne va pas laisser la place à l'émotion. L'écrivain, il va ouvrir la porte, les portes grandes à l'émotion, mais il a tout loisir de pouvoir aussi les contrôler. Et la façon de les contrôler pour moi, c'est la langue littéraire. Et la langue littéraire, pour moi, c'est une affaire de tenue. C'est une affaire de choix. Mais ça peut être une tenue variée. C'est-à-dire que dans le même livre, à un moment, on peut s'amuser, pourquoi pas. On peut, comme on dit, se lâcher. Mais il y a une façon de se lâcher qui n'est pas se faire n'importe quoi non plus avec les mots. Voyez-vous ? Donc, mais pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, dans un monde où on fait tout et n'importe quoi, on peut présenter, même faire de l'histoire la grande, n'importe quoi, enfin, jouer à faire croire que c'est vrai alors que ça ne l'est pas, comme je le vois trop souvent dans des livres. Tout ça pourquoi ? Eh bien, pour avoir du succès à tout prix. Et je veux bien avoir du succès, je crache pas dessus. Qui ne souhaiterait pas en avoir ? Mais pas à n'importe quel prix. Il y a un moment où j'estime qu'on commence à qu'on franchit la limite, où j'appelle ça, bon, moi je suis peut-être d'un autre temps, que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître, certains, bon, très bien, mais il y a un moment où on vend son âme au diable. Voilà pourquoi mes livres sont souvent agrémentés d'explications, et que quand on ne peut pas trancher sur ce que c'est, ben on ne met rien. Les éditeurs, dans ce cas-là, ne mettent rien. Ils se disent, bon, ben comme ça ira plus facilement sur la table des romans. Toujours pareil.
Merci infiniment pour ces éclairages. Alors justement, vous évoquiez l'écriture. Je vais terminer par une dernière citation pour introduire une autre de mes questions. Un magnifique passage. Justement, on sent à la fois ce souci de précision qui est le vôtre et en même temps le grand souffle romanesque dont vous êtes capable, évidemment. Donc c'est l'épisode les premiers temps de la vie amoureuse de Pauline et de son amant Yvan, juste après l'épisode du mariage qu'il propose dans une petite église perdue et qu'elle refuse parce qu'elle a l'intelligence de comprendre que si elle épouse dans le dos de sa famille, leur vie ultérieure sera extrêmement compliquée. Il est richissime, Voilà. C'est la plus grande fortune, l'une des plus grandes fortunes de Russie. Voilà. Donc voilà le passage. Je les vois s'enfuir dans l'été. Ils enfoncent l'horizon, fendent des forêts, des champs de blé, franchissent des rivières et des fleuves, écoutent la frappe des sabots des chevaux sous le soleil de juillet, tôt levé, jamais décidé à se coucher. Je fantasme, je sais. Je suis obligée. Pauline ne dit quasiment rien de ce voyage de non-noces. Où Yvan l'a-t-il emmené? Dans les domaines de sa mère, oui, du côté de Simbirsk et des rives de la moyenne Volga, mais où au juste? Et ces terres, qu'avaient-elles d'exceptionnel, ou au contraire de banal? Elles étaient immenses et très riches, dit Pauline. Ça s'arrête là. Enfin, eux, les amants, qu'ont-ils fait de cet été radieux, à part l'amour et un enfant, presque aussitôt, au plus beau du mois d'août? On n'en saura rien. À croire qu'à la seconde où ils ont tourné le dos à la chapelle et au pop, ils se sont anéantis dans l'espace et le temps. Alors, là aussi, c'est pour commencer une affaire de discipline. Quand je ne sais pas, je dis que je ne sais pas. Quel mal à ça. Je ne vois pas ce que j'ai à perdre à dire que je ne sais pas. L'invention en la matière, dans ce livre-là, est une faiblesse. Dans ce livre-là, parce que j'ai défini le cadre. On m'a demandé de la suivre. Eh bien, je la suis, mais il y a un moment, je ne peux pas la suivre, parce que je ne sais pas où elle est allée. Maintenant, il y a une façon de suggérer ce qui aurait pu se passer, mais au conditionnel et avec un point d'interrogation. Et c'est aussi une manière de respecter le lecteur. Parce que le lecteur, un jour, il aura peut-être envie de lire les mémoires de Pauline, ou il a parfait, c'est totalement légitime de refuser le plaisir facile, dans le fond, de dire « Oh ben oui, bon, ben, je vais la croire », et puis bon. Vous savez, c'est comme ces films un peu fastoches qu'on voit à la télévision le soir, quand on se dit, bon, je vais regarder, c'est un peu nul, mais quand même. Bon. Moi, ça me gêne un peu qu'on se dise, bon, elle invente, c'est fastoche, mais c'est agréable. J'ai pas trop envie, vous voyez. Donc, bon, voilà. Maintenant, si j'écris un roman, avec roman marqué dessus, comme le Port-Salut, d'autrefois, j'ai envie que le lecteur, s'il choisit de lire mon livre et donc de l'acheter, de sortir quand même 2 billets de 10 € quand même, mais vous n'êtes pas obligé, j'ai envie que le lecteur se dise, bon, c'est un roman, je le prends pour un roman, il ne me trompe pas sur la marchandise, et je vais dans un roman. Voilà, vous voyez, c'est pas Chèvre, c'est pas Michel Michou, vous voyez, c'est pas Pudding, hein, c'est pas, vous voyez, c'est truc de boogie bouga où on mélange tout des restes du dimanche, quoi. Voilà. Moi, j'aime pas ça. Bon, c'est mon choix, hein, les autres sont pas obligés de faire autrement, mais voilà. Donc, le prochain, celui que je fais, c'est un roman, mais ça ne veut pas dire que ce soit plus facile, parce que l'imagination, c'est extraordinairement difficile à vivre. C'est usant. C'est usant. Parce que c'est la différence, précisément, un livre comme ça, c'est fatigant aussi, ça ne tombe pas du ciel, mais vous avez un filet. Roman, c'est quand même sans filet. Et tout doit être cohérent. Et le roman, alors, si on veut faire la différence entre le roman, un livre comme ça, et l'histoire avec un grand H, c'est la création d'un personnage. Il faut que le personnage soit habité. Il faut qu'il soit là. Il n'y a pas de romancier s'il n'y a pas la création du personnage.
C'est pour ça aussi que c'est plus facile de faire des romans historiques. On prend un personnage qui existe, on fantasme dessus, on fait des femmes libres, par exemple. Ils sont tous remplis de femmes libres. Eh ben, moi, je suis désolée, je ne pense pas qu'il y avait autant de femmes libres que ça dans les siècles passés. Mais alors, on va les chercher, on va tirer ça par les cheveux, la perruque. C'est souvent la perruque d'ailleurs, parce que bon, tout ça est un peu pacotille, comme dans les romans, les films en costume. Et puis, voilà. Mais un romancier, il doit créer un personnage. Regardez, Balzac, Hugo. On se souvient de Cosette. On se souvient du père Grandet. Et ça, c'est pas facile. Il faut aussi maîtriser la temporalité. L'historien, le romancier, le biographe, celui qui fait des biographies romancées comme par exemple, ou des romans vrais plutôt, ce serait le mot comme Bovary, il va pas changer les dates, etc. Vous voyez, il a sa temporalité qui est bien fixée. Il commence par faire une chronologie. Quand vous faites un roman, vous êtes Dieu le Père, formidable, n'est-ce pas? Mais vous devez inventer une temporalité et la faire vivre. Et tout roman est un jeu, tout texte, historien, roman, etc. Le matériau, c'est le temps. Hein, mais il faut d'ailleurs du temps pour fabriquer du temps, et c'est très long un roman pour ça. Ça ne s'écrit pas sur un coin de table. Et ce temps n'appartient qu'à vous. C'est-à-dire pourquoi mon grand maître qui m'a fait comprendre ça, c'était Proust. Vous avez toutes les variations du temps possible, des dilatations, des contractions, des strates, des retours en arrière, des abîmes et extraordinaires. Et c'est pour ça le temps romanesque. Vous rentrez dans une galaxie où la physique du temps, eh ben, elle obéit plus aux lois de la chronologie de nos vies ordinaires. C'est en ça que vous êtes Dieu le Père, dans un roman. Mais c'est compliqué, effectivement, d'être Dieu le Père. Alors, de temps en temps, on s'offre Je te suivrai en Sibérie. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Merci infiniment. Alors moi, j'avais encore peut-être une ou deux questions. Je vois que l'heure tourne tellement facilement avec vous, en votre compagnie, chère Irène Frein. Peut-être une question pour le public sur la fabrique de la légende Pauline. Et notamment sur le rôle des grands écrivains de l'époque. Je pense à Dostoïevski, évidemment, ou à Dumas, dans la mise en lumière, alors plus ou moins laudative, hein, selon les écrivains, de ce personnage. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? La légende des Sambristes a été entretenue dès qu'ils ont été exilés en Sibérie. Pour ceux qui n'avaient pas été exécutés, ils étaient 121. Et elle s'est répandue grâce à Pouchkine, qui a fait passer à l'une des princesses, des aristocrates, femmes qui ont suivi leur mari en Sibérie. Pauline n'était pas aristocrate, elle était une simple couturière française. Donc Pouchkine a confié un poème très célèbre à la princesse Volskonskaya dans les mines de Sibérie. Elle a donné ce billet à son mari, elle l'a transporté, elle pouvait être renvoyée tout de suite à Moscou si on l'avait découvert sur elle. Et il s'est répandu donc dans la copie, sous le manteau, dans tout le monde aristocratique russe qui était sympathisant des décembristes, et ils étaient nombreux. Donc, ils étaient tous francophiles et francophones, je vous signale. Mais Pouchkine, bien sûr, avait écrit en russe. À partir de là, les décembristes sont devenus immensément célèbres par l'exploit de la princesse Volskonskaya, qui a été la première, je pense, à arriver avec Catherine Laval, dont
dont le père était français du reste, et avait épousé une très riche aristocrate de Saint-Pétersbourg, dont Catherine Laval était déportée, enfin avait suivi également son mari, et elle, toutes ces femmes avaient organisé une sorte de résistance plus ou moins active aux portes de l'Ostrock, de la prison qui avait été construite pour les décembristes, la deuxième prison. Les premiers étaient envoyés dans les mines. Donc une nouvelle prison a été construite dans une ville où je suis allée, où j'ai rencontré des archivistes qui m'ont montré, et je raconte tout ça dans le livre, des archives exceptionnelles que personne n'a vues. Elles avaient tout préparé, c'était extraordinaire. Je vous signale qu'elles transportent leurs archives dans le dépôt d'archives, dans des caddies de supermarchés qui étaient volés, entre autres choses. C'est dire à quel point les archives ne comptent pas dans la Russie de Poutine. D'abord, de toute façon, dès qu'il y a des dictateurs, ils n'aiment pas la mémoire. Et donc, ces femmes ont une légende. La première façon dont elle s'est répandue, c'est à partir des tableaux, des aquarelles que fabriquait un des décembristes, des tableaux de la vie quotidienne, de la vie dans les prisons. Donc, elles sont devenues presque plus célèbres que leurs maris. Parce que c'était des femmes, qu'elles avaient eu des enfants là-bas. Souvent, elles avaient perdu leurs enfants, mais elles étaient battues pour rester à côté de leurs hommes. Elles faisaient des tâches ménagères, certaines. Enfin, c'était quand même, moins 40, moins 45 l'hiver. C'était quand même... et donc, ça s'est répandu. Et quand il y a eu d'autres déportations politiques, dont celle de Dostoïevski, le seul secours qu'on pouvait espérer, c'était peut-être celui moral de ces femmes décembristes. Parce que la deuxième vague de déportés, je pense donc ici à Dostoïevski, a coïncidé avec le fait que les décembristes étaient sortis de prison et ils étaient en résidence surveillée dans des villes qui étaient plus proches de la barrière de l'Oural, qui était une étape capitale sur le chemin des déportés qu'on envoyait en Sibérie. C'est ainsi que Dostoïevski a rencontré Pauline dans une prison, la première prison, avant ce pré-goulag des prisons de Nicolas Ier. Et elle avait une liberté à ce moment-là. En plus, elle était très amie avec la femme du directeur de la prison. Et elle a pu rencontrer Dostoïevski. Elle lui a donné une Bible et un peu d'argent. Il a été très frappé par Pauline, dont il avait entendu parler. Et il a gardé cette Bible jusqu'à sa mort. Et il a demandé à ce qu'on la lui montre sur son lit de mort. Et il est tombé sur une page. Et c'était Pauline qui lui avait appris ça. Lui avait dit, dans des moments où vous n'allez pas ouvrir la Bible... mettez votre doigt au hasard sur une phrase et vous verrez, vous trouvez toujours un enseignement. Il a fait ça à l'heure de sa mort. Je crois qu'il a lu « Il est temps de partir » et il est mort. C'est ça, c'est peut-être la légende. Et Dostoïevski, ça c'est la légende, mais il a rencontré également le gendre de Pauline, qui était un officier qui pouvait rentrer dans la prison qu'il a eue un peu plus tard, si vous voulez. Et également la fille de Pauline, Olga, qui a épousé donc cet officier. Et ils se sont arrangés pour lui soutenir le moral pendant qu'il était détenu. Il a raconté sa détention dans ce livre extraordinaire, Souvenirs de la maison des morts. Et il n'a jamais, quand il a été libéré, il n'a jamais oublié, et il a gardé le contact avec la fille de Pauline, cette dénommée Olga, à qui Pauline va dicter ses mémoires en français qu'elle traduisait en russe simultanément. Ça, c'est la première chose. Et donc, ça n'a fait que croître et embellir. Mais il était aussi arrivé quelque chose d'autre à Pauline, c'est que, alors qu'elle venait de partir chercher à la rencontre de Ivan aux confins de la Sibérie et de la Mongolie, c'est là que se trouvait la prison, dont je vous ai parlé tout à l'heure, des décembristes, la première,
Après, il y en a une beaucoup plus dure, quoique bien aménagée, mais ça, c'était mieux aménagé. Ça, c'était le sadisme de Nicolas Ier. Donc, elle, c'est un maître d'armes, un professeur d'escrime qui enseignait d'ailleurs au palais du tsar, très très célèbre, Grisier, a eu vent de l'histoire de Pauline. Et il l'avait elle-même aidée quand elle manquait d'argent. Elle lui avait remboursé d'ailleurs au moment où elle essayait de voir le tsar pour partir en Sibérie. Et donc Grisier est rentré à Paris, il est devenu le coach d'escrime du Paris qui chantait, qui danse, ou qui chantait, il dansait à l'époque, le plus chic si vous voulez. Et parce qu'il fallait faire de l'escrime, notamment quand on était journaliste, parce qu'il y avait des duels. On pouvait toujours être amené à se battre en duel. Bon. Donc, de la même façon que maintenant, on va avoir un coach sportif, on avait un maître d'armes. Et évidemment, Dumas a rencontré Grisier. Et Grisier venait de Saint-Pétersbourg, et Dumas voulait obtenir des décorations du tsar, et surtout le marché russe pour ses bouquins. Donc, il a fait parler Grisier. Alors, vous êtes allé à Saint-Pétersbourg, et Grisier lui a raconté l'histoire de Pauline. Alors là, Dumas, réunion des écrivains fantômes, comme on dit maintenant, de ces petites plumes de son atelier. On va faire un truc là-dessus, vous avez 2 mois. Bon, le livre est écrit à la va-vite, il a écrit n'importe quoi, mais Pauline devient... Le livre n'a pas beaucoup de succès en France, d'ailleurs, quand on ne travaille pas, ça ne marche pas nécessairement, même si on s'appelle Dumas et que tu as une bonne équipe d'écrivains fantômes, de nègres, comme on disait naguère. Mais lui, il se dit, j'aurai le marché russe. Il obtient le marché russe. Le livre est interdit, l'impératrice le lit en cachette, et du coup, il se vend. Et il finit par être invité, quand le régime s'allège un peu, à Saint-Pétersbourg. Il n'aura pas sa décoration du tsar, il sera suivi par tous les espions. Enfin, il va y avoir toute une histoire entre Dumas et Pauline que je ne vous raconte pas, elle est dans le livre, parce que les décembristes qui sont rentrés en Russie d'Europe, qui ont été plus ou moins à peu près libérés, dirons-nous, vont lui tendre un guet-apens, qui est assez comique d'ailleurs. Et c'est là qu'ils prennent Dumas le doigt dans le pot de confiture, et ça, j'ai adoré. Personnellement, je me suis régalée. J'ai découvert le système Dumas, qu'il avait un genre de blog, mais enfin, il avait un journal consacré à Dumas, ses pompes et ses œuvres. Vous voyez, c'était le blog, quoi. Hein, voilà, moi, je fais ci. Et puis, alors, les autres écrivains n'existaient pas, évidemment. Bon. Et j'ai découvert ça. Alors, ça se trouve à la fin du livre, et comment il s'est fait piéger par les décembristes. Donc ça a contribué malgré tout à la réputation de Dumas, de Pauline. On l'a oublié, sauf en Russie, où elle a fait l'objet de 2 films, un que j'ai pas vu, qui remonte à la période 1920, si vous voulez, et l'autre qui a été tourné en 1975, toujours pour le 150e anniversaire de la dite révolution décembriste, que j'ai vue, qui est irregardable dans sa version russe très longue, mais oui, quand même, au bout d'1 heure et demie, on en a marre. Et je l'ai vue dans une version adaptée au public français, via une association russe. Oui, c'est plus supportable quand même. Mais bon, il ne va pas jusqu'à la fin. C'est très... Et puis très, très, très russe. L'amour, la passion, madame. Voilà. Bon, je me fais un peu le clown là, mais je me suis beaucoup amusée. Et alors, aussi, ce que j'ai vu, évidemment, quand vous allez en Russie, que vous dites que vous cherchez les traces de Pauline, il y a des fans des décembristes en Russie, des gens qui font tous les lieux où ont vécu des décembristes. C'est une manière pour eux de faire de l'opposition, vous voyez, actuellement, à travers ces figures. Et puis vous arrivez dans une gare, par exemple à Petrovski Zavod, pays perdu,
dézingués au fin fond de la Sibérie, mais qu'on ne peut pas imaginer plus dézingués, peut-être que dans d'autres coins perdus des froids qui s'approchent du pôle. Et là, vous arrivez dans la gare, il y a une fresque de 15 mètres avec tous les décembristes. Et là, vous arrivez pour ça. Et là, il n'y a pas à peine un restaurant dans la ville, il y a à peine des chambres, etc. Mais on vous attend. Et puis là, on vous montre. Et puis là, vous retrouvez la maison entièrement reconstituée, conservée d'une des femmes décembristes. Et vous trouvez aussi, on vous emmène au cimetière, et là, il y a la tombe de certains des enfants de Pauline. Et là, à nouveau, ça repart. Vous voyez, et des statues aussi, dans ces villes perdues. Et c'est là que vous voyez que Pauline, actuellement, c'est une figure de résistance. Et c'est aussi pour ça que je l'ai aimée. C'est une femme qui a dit non, à qui on a dit c'est impossible, et elle l'a fait, et elle a bien fait. Et aussi une femme qui a payé le prix. Parce que quelqu'un qui veut briser les limites du monde et des lois, et braver, comme elle l'a fait, les éléments, oui, à un moment, elle a survécu, mais oui, elle a payé la facture. Et c'est ça que j'aime bien, parce que elle est humaine. Pour moi, un héros, un personnage en général, hein, je dirais pas un héros, je dirais un personnage, c'est un être humain. Il a c'est nécessairement une complexité. Et l'histoire, la grande, nous permet aussi d'approcher la complexité des êtres et de ne pas tomber dans l'un des maux les plus terribles du monde actuel, qui est la caricature, la simplification et la standardisation. Faire de l'histoire, écrire des histoires en respectant les êtres et les faits, c'est aussi une façon de résister à un univers qui est une pollution des âmes en même temps que de la nature. Ça va en même temps. Merci beaucoup. Je crois que vous faites la transition naturelle avec ma dernière question, une question, je dirais, peut-être de curiosité personnelle, mais je pense qu'elle est peut-être partagée par une partie du public au moins. Alors, vous avez écrit aussi sur des hommes. On vient d'évoquer une grande figure féminine, enfin une figure féminine tout à fait particulière, un destin hors norme, qui est celui de Pauline. Vous avez écrit aussi sur des hommes. Je pense, on a cité tout à l'heure Beauvoir in Love. C'est effectivement l'angle de vue par son amant américain, donc Nelson Algren. Mais j'ai tout de même le sentiment que vous accordez une place particulière aux femmes dans votre œuvre et plus précisément aux femmes de caractère. J'aimerais qu'on revienne là-dessus parce que cette description que vous nous faites voilà, est toujours faite de manière extrêmement sensible, avec beaucoup d'humour, parfois sans concession. C'est pas de la géographie. Est-ce que vous pouvez revenir donc sur cette place des femmes dans votre œuvre et aussi sur les types finalement féminins qui vous attirent plus particulièrement? Là, vous évoquiez finalement les femmes fortes. Est-ce que ce sont aussi les femmes à mauvaise réputation, éventuellement les grandes amoureuses? Voilà, j'aimerais que vous reveniez pour nous, si vous voulez bien, pour conclure sur ce rapport au personnage féminin qu'on a commencé d'évoquer il y a quelques secondes. Il y a toujours un rapport d'affinité entre l'écrivain et son sujet, quel qu'il soit. Ou même si c'est un rapport conflictuel, ce qu'on est aussi ce qui vous attire. Pour moi, ce ne sont pas des femmes fortes à qui je me suis intéressée, ce sont des femmes qui se battent, et tout simplement parce que j'ai eu à me battre depuis le début. Je n'ai pas envie d'enfoncer des portes ouvertes. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans le milieu littéraire, quand j'ai commencé, c'était extrêmement difficile d'être écrivain et femme. C'était tout ce que faisait une femme était systématiquement divisé par deux, terriblement minoré,
au prix bien entendu de la calomnie éhontée. Il fallait serrer les dents parce qu'à l'époque, si on disait non, si on se défendait, et pour peu qu'on ait dit les choses comme elles étaient, on était vilipendé, voire exclu, et on vous faisait taire, ou mieux, on avait, ce qui était encore plus pervers, on relatait vos propos en dépit du fait qu'il y avait des enregistrements télévisuels ou radiophoniques, en les déformant de A jusqu'à Z, parce le monde était dominé par ce monde-là, ce pouvoir-là était aux mains d'une majorité d'hommes, et les femmes qui étaient dans une majorité aussi moins importante, bien entendu, pour garder leur place, devaient se soumettre, que ce soit des schémas classiques qui sont devenus clairs de nos jours, et bien analysés, sinon elles perdaient le peu de position ou la position qu'elles avaient acquise à toutes sortes de prix. C'est de façon très récente que, à travers des mouvements parfois contestables dans leur expression et leur manière d'agir, que, quoi qu'il en soit, ce tableau-là est mis à mal et que les choses commencent à évoluer. Moi, j'ai duré parce que je savais que d'abord, on n'écrivait pas non plus, on n'était pas écrivain nécessairement parce qu'on avait fait 2 ou 3 livres, et qu'il y avait quelque chose qui avait à voir avec le bon vin, c'est que il fallait vieillir. Et je me suis dit que parce que d'ailleurs grâce à Marguerite Duras, que j'avais entendu dire quelque chose d'approchant lors d'une remise de prix, pour elle bien entendu, elle disait que elle avait beaucoup souffert de sa condition de femme, mais que dans le fond elle aimait assez vieillir parce qu'elle savait qu'avec l'âge ça s'arrangeait. Vous savez, en gros, vous n'êtes plus dangereuse sur un aspect, vous voyez, en tant que créature sexuée ou genrée, comme on dit maintenant. Donc finalement, au bout d'un moment, ah, vous êtes toujours là, bah oui, elle a des rides, ah bah oui, ah bah c'est sympa, elle est sympa, elle est bien, elle continue, elle est courageuse, ah oui, elle est tenace, ah puis ce qu'elle fait, c'est pas mal, et puis vous êtes accepté. Voilà. Alors, je constate qu'au moment où j'arrive dans ces eaux-là, les mouvements divers du féminisme font parallèlement un boulot qui est assez intéressant à divers niveaux, y compris celui qui est au-dessous de la ceinture. Donc, les figures que j'ai choisies, c'était ces femmes-là, qui étaient opprimées, mais qui se battaient, et qui étaient victimes aussi elles-mêmes des stéréotypes de genre. Il faut être marié, on n'arrive pas à se marier, on est seul, on ne sait pas comme vous voir à 40 heures ce qu'est le plaisir, on est soumis à quelqu'un un manipulateur, ce qui était Sartre. On est déchiré, enfant, pas enfant. Comment s'affirmer femme dans l'univers de la science, Marie Curie, etc. Donc, évidemment, il y a de la part de l'écrivain, romancier ou historien, une projection. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je ne considère pas, j'ai pas choisi mes sujets pour dire « Ah, c'était une femme libre ». J'ai horreur de ça, je trouve que c'est tellement faux. Oui, il y a eu des femmes qui avaient mauvaise réputation, parce qu'elles s'affranchissaient. Hein. La plus célèbre étant George Sand, quoique, quand on va chercher un peu dans les coins, on voit bien qu'elle a été aussi coincée, si j'ose dire, par les stéréotypes de genre. On sait maintenant, et il faut toujours le rappeler, que si elle portait des pantalons, c'était pas pour faire la maline, je me mets en pantalon, je fais un peu la travelot, c'était juste parce qu'elle bougeait beaucoup et que les rues de Paris étaient crottées.
et que c'était quand même plus facile d'être en pantalon et en bottes. Vous voyez, je crois beaucoup à la matérialité aussi. Il faut quand même regarder toujours l'univers matériel. Bon, j'ai horreur de ces stéréotypes. Bon, je me tais, hein, je ne vais pas humilier mes camarades, ou ni leur dire des choses désagréables, gna gna gna. Mais non, mais en fait, ça m'agace beaucoup. Les femmes enfermées m'intéressent en ce qu'elles cherchent à fracasser la porte. Voilà. Et nous sommes quand même en train de continuer avec nos petits marteaux à le faire. Donc il faut aussi encourager les jeunes générations. Parce que là, il y a quand même beaucoup de boulot. Mais je me suis intéressée aux hommes. Moi, ça m'intéresse d'essayer de comprendre un homme. Finalement, on fait ça aussi la moitié de la journée, si c'est pas plus. On a des fils, des petits-fils. Autour de nous, notre monde est quand même genré, sexué, tout ce que vous voulez. Les hommes sont même souvent pour moi une énigme dans leur réaction. Au même titre, pourquoi on serait les seuls à être incompréhensibles? Moi, je trouve que nous sommes assez compréhensibles, et par conséquent, je ne trouve pas incongru de penser que les hommes puissent l'être aussi, mais aussi, par moments, ils m'échappent complètement. Voilà. Et donc, ce sont des humains. Je suis universaliste. Et je fais la même chose pour toutes les autres cultures. Voilà. Quand je me suis intéressée aux esclaves de Tromelin, je ne me suis pas dit, pour commencer, ce sont des Noirs. Je me suis dit, ce sont des humains. Bon, ça m'a valu quelques menaces, y compris une fois une menace de mort. J'étais pas fondée à écrire là-dessus parce que j'étais blanche. Ah oui, je me suis dit, c'est vrai, je suis blanche. Tiens, j'y avais pas pensé. J'y pense seulement que quand je mets une crème solaire. Mais bon, et alors, and so what? J'avais le droit. Moi, je vois maintenant qu'aux États-Unis, un blanc n'a plus le droit d'écrire sur les noirs. Ça me pose quand même un problème. Moi, ce qui est l'humanité qui m'intéresse, vous voyez. Et d'ailleurs, le héros de mon roman, c'est un homme, figurez-vous. Je me plonge dans la tête d'un homme, mais qui pourrait d'ailleurs être une femme, qui se bat, et qui échoue, et qui se relève, et qui fait comme il peut, comme n'importe quel humain sur cette terre. Un très grand merci. Je crois que là, on a hâte de découvrir ce livre qui va paraître bientôt. C'est formidable comme nouvelle d'avoir un autre récit de vous. Je suis aux 2 tiers depuis tout à l'heure. Voilà. Alors c'est un bon jour, je vais le finir. Parce qu'il y a encore une semaine, je me disais, j'arriverai jamais à le finir. Et il ne va pas être gros, mais il y a des moments, on désespère. Et heureusement, on revient, c'est fini, et voilà, la vie est belle. Grand merci. Je crois qu'on va passer aux questions de la salle. Alors peut-être en préambule, pour ceux il n'est pas possible pour le public en ligne de poser des questions, ce serait trop compliqué. Mais en revanche, vous avez, je crois, oui, chère Irène Frein... Vous pouvez, chers lecteurs ou auditeurs, téléligneurs, on va dire ça, vous pouvez poser ces questions sur le site irenefrein.com à la rubrique Contact. Donc, ça me sera transmis et je vous répondrai. Si je ne sais pas, je vous dirai je ne sais pas. Ah, vous me connaissez maintenant. Donc on va passer aux questions. Donc Clémence a un micro qui permet effectivement de les poser. Et donc je débranche le mien, ce qui va vous permettre un dialogue avec vous dans la salle. Oui, bonsoir madame, merci pour votre belle conférence. Alors j'aurais eu plein de questions à vous poser, mais pour en rester à 2 questions. Alors le roman historique, on a pas mal de confrères qui sont aussi sur ce terrain-là. Je pense à François Nagor, au regretté Max Gallo, à Jean-Christophe Ruffin. Alors est-ce qu'il vous arrive de lire leurs ouvrages? Est-ce que vous sentez une approche différente en termes de méthode ou pas du tout? Ça, c'est une première, leur méthode, première question. Oui, je ne la connais pas parce qu'ils n'exposent pas.
chacun sa cuisine. Je ne sais pas comment ils travaillent, s'ils vont chercher la documentation humaine, eux-mêmes, s'ils vont sur place. Je crois que certains vont sur place. Je ne sais pas si il arrive que quand je les rencontre, ils parlent un peu de ce qu'ils font, mais chacun est assez Chacun discret. dans Moi, sa je suis case. plutôt attentive au dispositif de langue, à la qualité littéraire de l'ouvrage. Et c'est vrai que quand je lis, je sais comment c'est fait. Mais ça, c'est comme, si vous voulez, c'est comme n'importe quel artisan ou artiste. Ou, mettons, on va prendre l'exemple du cinéma, un cinéaste qui voit un film, il va être attentif et voir toutes sortes de détails que vous ne voyez pas, par exemple à propos du montage, la façon dont les caméras sont placées, la direction d'acteurs. Et vous lisez, vous voyez le film, vous êtes dans le plaisir du film, ou il vous plaît ou il ne vous plaît pas, vous êtes embarqué ou pas, vous voyez ce que je veux dire. Vos émotions jouent, vous laissez jouer les émotions. Et il faut voir que derrière un texte, bien entendu, il y a des auteurs, et nous on les connaît, ou sans doute quand on les lit, qui ont écrit ça en 2 ou 3 mois, qui n'ont pas relu, où il n'y a pas eu de travail d'édition, parce que dans les maisons d'édition, il y a aussi votre directeur littéraire qui est censé vous relire, si c'est un vrai directeur littéraire. Et il y a toute une technique. Mais la technique, d'ailleurs, je le fais, se l'avoir enseigné. Enfin, j'anime au Figaro. J'ai pu le faire, des ateliers d'écriture, mais ce n'est pas parce qu'on a des techniques qu'on est écrivain, et c'est le résultat de toute une expérience. Moi, personne ne m'a fait d'atelier d'écriture. J'ai eu quelque chose qui ressemblait à ça quand les profs demandaient de faire une rédaction. Vous imaginez que c'est très, très, très loin. Vous voyez ? Alors, ce qui peut vous... Donc, il y a toute une technique que je vois, dont je vois parfois les déficiences. Mais à la vérité, si je suis embarquée par un livre, je fais primer le plaisir, voyez-vous. Alors, ce que j'appelle le roman historique, c'est ce roman hérité du 19e siècle qui utilise toutes les mêmes techniques narratives qui sont maintenant stéréotypées et qui deviennent des facilités. C'est-à-dire que... Et là, on peut écrire au kilomètre, hein, si j'ose dire. Au kilomètre. C'est... Mais moi, ce qui m'a toujours intéressée, c'est de voir si je ne pouvais pas faire mieux que ça. Vous voyez ? Et en fait, chaque fois que j'écris un livre, quel qu'il soit, parce que dans le fond, je m'ennuierais sinon, je prends mes plaques comme au casino auquel je ne vais pas, rassurez-vous, je remets les plaques et je dis tiens, on joue. Et ça... chaque fois que j'ai fini un livre, je dis comme la mère Denis, ah, je ferai point ça tous les jours. Hein, et chaque fois, et tout le monde maintenant sourit autour de moi, finement, et dit bon, on boit un coup, on en reparlera plus tard. Vous voyez, parce que évidemment, ça me reprend. Mais l'idée, quand ça me reprend, c'est le défi. Ça veut savoir sortir de sa zone de confort, comme vous le disiez tout à Oui, l'heure. Oui, j'aime. Si je commence à ronronner, bon, ça veut dire que j'aurais plus envie de regarder des séries sur Netflix que d'écrire des livres, quoi. Bon, ce sera la fin des haricots quand même un peu. Bon, maintenant, ça sera peut-être la fin des haricots quand même, hein. Bon, ça même certainement. je vais la poser très rapidement, une deuxième question. Est-ce que vous vous intéressez à la micro-histoire, à des livres comme celui que Jacques-Olivier Bouton a consacré il y a 4-5 ans, l'histoire de ce menuisier, je crois que c'était à Manosque ou à Brignoles, dont on a retrouvé Sous le plancher. les traces sous le plancher, voilà, où il y a, ou Alain Corbin il y a une trentaine d'années. C'est génial. Mais il n'y a pas à écrire de roman là-dessus, à mon avis. Moi, j'adore cette histoire. Elle m'a passionnée, je l'adore absolument. Mais il n'y a pas à écrire de roman là-dessus parce qu'elle est suffisamment romanesque et elle est ronde en soi. Il n'y a pas d'aspérité. Évidemment, il y a une énigme. On ne sait pas qui le curé avait engrossé, etc. Mais personnellement, je ne me vois pas m'engouffrer dans cette zone d'ombre.
Je trouve que l'histoire qui est arrivée à celui qui a découvert ces documents sous les lattes de parquet ou écrits sur des lattes de parquet, enfin je ne sais plus exactement, et celui qui les a déchiffrés, et celui qui en a fait l'inventaire et qui en a parlé, c'est la perfection même du réel. Qu'est-ce que je peux apporter, moi, là-dedans? Pas grand-chose. Sinon dire merci au réel d'avoir produit au Menuisier, merci à l'historien. Il n'y a rien d'autre à faire. Oui, madame? Bonjour madame. Je suis une arrière petite fille de décabriste. Donc, Oh, donc je vous salue, je me madame. présente aussi. Vous descendez de? Marie Ralevskaya et Eva Okonski. Je suis... J'en ai le frisson. C'est une femme extraordinaire. Oui, Une lignée extraordinaire. elle a aussi... elle s'est battue pour y aller, en laissant un enfant derrière Oui, elle. en effet, oui, absolument. Elle en a eu d'autres. J'ai vu la tombe d'un de ses enfants à Chita, Oui. près de l'église. Vous y êtes allé? Moi, non. Mais Oui, c'est pour ça que je on voulais vous en vous a interroger parlé. sur votre séjour en Russie, en fait. Combien de temps y êtes-vous resté? Et, J'y suis restée environ un mois. En fait, je suis restée pendant la Coupe du Monde. et pendant quelle époque vous aviez été aussi? Quelle époque Je suis allée actuelle? à Pétersbourg d'abord, Oui. comme j'ai raconté. Et ensuite, je suis allée à la Coupe du Monde de foot, c'était en juin-juillet. Donc, ça a commencé quand je suis arrivée et elle s'est terminée le jour où je suis rentrée à Paris D'accord. pour cette victoire, paraît-il. Bon, parce que mon rapport avec le foot, c'est qu'il se résume en une phrase, en une anecdote. C'est qu'un jour, on m'a demandé au pied levé comme ça, dans une grande réunion, d'aller interviewer le président du Brésil. Le président, pas le... Je ne sais plus qui c'était, il n'avait aucun rôle important, enfin, sauf de protocolaire pour vendre des avions. Et on m'a dit, j'ai dit, mais je ne me souviens... Qu'est-ce que je vais le dire? Je ne connais pas le Brésil. Moi, le Brésil, c'était un chapitre de mon épreuve de bac, vous voyez. Donc, bon. Et alors, la personne très importante du groupe Lagardère qui était là, qui me dit, il faut que vous le fassiez, vous n'avez qu'à lui parler d'Ayrton Senna. J'ai répondu, mais comment voulez-vous que je fasse? Je ne connais rien de football. Bon, donc, vous avez compris. Alors, donc, ça s'est passé pendant le continuum, la base continue du livre. Ben, ce voyage, c'est, je cherche Pauline pendant la Coupe du Monde de football. Et je suis très mal logée pour commencer, dans Moscou. Il y a des Qataris, il y a je ne sais pas quoi, des Brésiliens, drapés tous, des Norvégiens, enfin tout ce que vous pouvez. Et là, moi, je cherche Pauline, hein, comme d'autres cherchaient Titine. Alors, voilà. Et je suis allée en été à ce moment-là. Et dans vos recherches, je pense que vous avez été bien reçu dans le Très sens que bien reçu. à chaque fois que je me suis intéressée à l'histoire de ma famille, c'est quelque chose que les Russes d'aujourd'hui admirent. Ils sont passionnés par cela. J'ai toujours eu un accueil inattendu. Alors, je dirais. les cœurs s'ouvrent. Oui, Et chez les Russes, c'est la sensibilité qui s'ouvre. tout de suite. En même temps que la maison, que tout ce que vous pouvez imaginer. Oui, Qui est moi je parfois m'attendais au difficile contraire quand au on départ. ne supporte pas la vodka. Je m'attendais à être au Oui. contraire d'un temps d'avant et voilà. Et pas du tout. Oui. Je trouve que l'accueil et l'intérêt pour l'histoire Il est assez formidable. Et il y a par en dessous l'idée une grande nostalgie. Oui. Et chez certains, une forme de résistance, m'a-t-il semblé. Je ne suis pas rentrée dans ces eaux-là, mais je savais qu'à Chita, il fallait que je fasse très attention pour des raisons de sécurité, parce qu'il y a des mafias en Sibérie, dans les grandes villes, et que c'est une ville où il y a beaucoup de prisons. La Transbaïkalie, c'est compliqué. Donc, disons qu'il y avait une petite garde, dans certains cas, qui avait été aménagée. Mais, comment vous dire, ça a été fantastique. Je suis toujours en correspondance avec les femmes qui m'ont accueillie, et par extraordinaire, comme chez les femmes des Sambris,
avec la française, nous étions 8. C'était formidable. Oui, oui, c'était extra. Je suis très touchée, madame, de vous. Je dois vous dire que j'ai vraiment une admiration très forte pour Maria Vodskouskaya. Je pense qu'elle a été... Il y a eu 2 leaders dans ce groupe, c'était Maria Vodskouskaya et Pauline, qui étaient des femmes totalement différentes. Maria Vodskouskaya complètement introvertie, presque cérébrale, l'immense aristocratie russe, et Pauline, pragmatique, chevillée au réel, plus optimiste qu'elle. En fait, Pauline a souvent assuré la tendance. Elle a voulu leur apprendre la cuisine à ces dames. Maria Vodskouskaya et Catherine Laval, quand elle leur a montré comment ouvrir un poulet, faire un poulet, qu'elle a vu Pauline ouvrir le poulet en 2 et sortir à la main les entrailles, se sont évanouies. Mais en même temps, Maria et Katia ont organisé la correspondance et les liens avec la Russie d'Europe. C'est extraordinaire ce qu'a fait Maria Vodskouskaya. Elle passait son temps à votre ancêtre magnifique à écrire le courrier des décembristes qu'elle recueillait à la prison, à collecter d'ailleurs ce que faisaient les autres femmes, et elle passait ses nuits à écrire des lettres. C'est fantastique. Bravo. C'est une belle source d'inspiration. Oui. Alors, vous irez peut-être. Vous en avez d'autres. Si vous allez à Chita, dites-leur que je vous ai parlé de Pauline. Ça fera un lien de plus. Voilà. Donc, formidable. Bravo. D'autres questions ? Bonsoir, merci pour cet extraordinaire entretien, conférence. Vous parliez des 2 films qui ont été faits sur Pauline, qui ne vous ont pas trop plu. Et vous, est-ce que vous n'envisageriez pas de contribuer à un scénario? Est-ce qu'on ne vous l'a pas proposé avec cet extraordinaire personnage? Le problème, c'est que mon texte, c'est toujours très compliqué quand on est étranger et qu'on a écrit sur un sujet d'un pays donné. C'est-à-dire que dans le pays, on a un sentiment de dépossession. Pour vous dire, par exemple, qu'en Inde, avec laquelle j'ai des liens très forts, c'est que seulement maintenant que mes œuvres commencent à être traduites. Elles vont paraître, 2 de mes livres sur l'Inde vont paraître simultanément en hindi et en bengali dans un mois. Mais vous voyez le temps qu'il a fallu. Le Nabab, c'est publié en 1982. Et je comprends ce sentiment de dépossession. Devi avait été traduit là-bas en anglais, mais certains critiques avaient été heurtés. Mais après tout, est-ce que je n'aurais pas été heurtée si un Indien était venu décrire, après avoir vraiment bien enquêté sur un sujet, la façon dont on fait le Kunaman en Bretagne, par exemple? Je me serais dit, oui, bon, de quoi il se mêle? Voilà. Ou la vie de mes ancêtres bretons. Vous voyez, il faut aussi comprendre ce sentiment de dépossession. Alors, je pense qu'ils ont un projet, une nouvelle fresque, mais très russe, parce que aussi, il faut dire que je pense que l'universalité de cette histoire n'a pas été dégagée dans la mesure où ce sont plutôt les femmes russes qui sont mises en valeur, c'était leur pays aussi, elles ont été magnifiques, plutôt que la petite française. Vous voyez ? Donc, nous, Français, les Russes nous aiment beaucoup, ils admirent notre culture. Vraiment, je crois que les Français ne se rendent pas compte de l'empreinte de la France en Russie, à quel point elle est profonde. Elle a été enracinée notamment à partir des années 50, parce que aussi avec Khrouchtchev, les échanges avec la linguistique étaient très importants et on apprenait, c'était obligatoire d'apprendre le français. Donc actuellement, il y a des Russes d'une 60aine et plus qui parlent assez bien le français, qui connaissent la culture française. Et il y a toujours une admiration pour la France, alors que nous sommes très souvent en train
de nous dire que notre pays est le plus abominable et qu'on est nul et que vous voyez que c'est le déclin. Là, il y a un gisement de francophilie qui est toujours extraordinaire, qui remonte bien sûr au XVIIIe siècle, Catherine II et avant, mais Pierre le Grand même. Mais en même temps, c'est leur héros. Donc, ils vont le faire à la russe. Et je pense que vous avez un processus de mondialisation dans le cinéma qui est quand même dirigé par Hollywood. Ce que cherche Hollywood, ce sont des produits un peu comme Netflix, des produits susceptibles d'avoir une universalité très facilement accessible. Or, la révolution décembriste, elle est peu connue quand même dans le monde. Elle est peu connue. Donc, c'est plus facile d'avoir, avec des moyens scénaristiques et beaucoup de talent, un succès énorme comme Don't Look Up, par exemple, actuellement sur Netflix, qui est un film assez étonnant, mais qui a un succès planétaire, presque immédiat, parce qu'il parle de notre culture immédiate et de la fin du monde, qui recrute quand même un large public, qui va de très jeune, hélas, jusqu'à nous, à cause du déni, que d'avoir l'histoire de Pauline que personne ne connaît, même en France, elle n'est pas connue. Personne ne connaissait avant que j'écrive Pauline, et d'ailleurs c'était là la difficulté du livre pour le faire connaître. Mais bon, apparemment Pauline a plu au lecteur, mais c'était aussi le côté de ce livre, c'était un défi. Moi je me disais personne ne va s'intéresser à cette histoire, parce que j'ai assez d'expérience pour voir ce qui peut faire un blockbuster ou pas. La seule chose, c'est que faire des blockbusters, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de m'amuser finalement, de ne pas m'ennuyer. Et j'ai la faiblesse de penser que je trouverai quelques lecteurs qui sont un peu comme moi, qui n'ont pas envie de s'ennuyer, découvrir des choses. Alors bon, c'est pas à mon âge que je vais commencer, comme disait l'autre, une carrière de blockbuster. Même dans le cinéma. Une toute dernière question peut-être, et ensuite vous indiquez que juste sur le rez-de-chaussée au sortir de cette salle, un stand de librairie est présent qui peut vous permettre d'acquérir l'ouvrage du jour et de vous le faire dédicacer par son auteur. Merci à vous. S'il y a une dernière question, ou s'il n'y en a pas, écoutez, vraiment merci au public présent, merci à vous, surtout chère Irène Frein, vraiment merci à vous tous. un immense merci. Merci beaucoup.